Bien, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux pour notre webinaire sur la thématique de comment anticiper avec le digital la reprise et la sortie du confinement. Donc aujourd'hui, on essaiera de vous donner un maximum de tips et astuces pour gérer au mieux la reprise avec pas mal de cas concrets. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Victor qui est directeur associé chez Taïwan, Estelle qui est notre directrice commerciale, Fred, qui est le fondateur de Sporty Home, un client de Taïwan, et moi, je suis le CEO du groupe. En termes d'agenda aujourd'hui, alors on va commencer par vous parler rapidement de Taïwan. Ensuite, on reverra finalement quel changement de paradigme le Covid a amené par rapport aux marques et les consommateurs. Ensuite, la partie cas concret avec le témoignage de Frédéric et différents tips qu'on a pu relever sur nos campagnes. Une partie après autour des hypothèses de reprise de la consommation. Et puis enfin, on finira sur l'importance de reprioriser ces cas d'usage marketing. Et on essaiera de vous guider et on essaiera de finalement vous donner un maximum de matière à travers une matrice de priorisation qu'on a conçue. Et je vais maintenant passer la parole à Estelle qui va vous dire deux mots sur Taïwan. Merci Sylvain et bonjour à tous. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le groupe. Donc Taïwan, nous sommes une agence spécialisée dans le marketing digital et notre ambition est d'accompagner nos clients à développer leur acquisition. Nous sommes donc spécialisés dans l'acquisition, que ce soit dans la génération de ventes, la génération de leads qualifiés pour nos clients, mais également dans la création d'engagement entre une marque et un consommateur. Notre ambition repose sur 4 piliers forts. Le premier, la technologie, puisque nous sommes à l'origine de l'ensemble des plateformes et des technos que nous utilisons pour développer les campagnes de nos annonceurs, de la data, des audiences qualifiées et engagées pour nos clients, et enfin notre expertise. Justement, sur l'expertise, l'un des points forts de Taïwan est l'accompagnement que nous prodiguons à nos clients, puisque sans accompagnement, nous sommes convaincus que les performances ne seront pas au rendez-vous. Nous accompagnons donc nos clients sur l'ensemble du tunnel de conversion en activant toute ou partie de ces leviers. Donc, nous les accompagnons aussi bien sur de la génération de notoriété et de visibilité, la génération de trafic engagé, des ventes ou de la génération de leads, ou enfin la fidélisation en allant donc au-delà du tunnel de conversion classique. En quelques chiffres, donc nous comptons plus de 1000 clients que nous avons accompagnés l'an passé, aussi bien sur des logiques fil rouge que sur des campagnes plus ponctuelles. Nous comptons 150 collaborateurs répartis sur 5 bureaux, aussi bien en France qu'à l'international. Enfin, nous comptabilisons 50 millions de chiffres d'affaires. Enfin, pour finir cette partie de présentation, quelques exemples de clients qui nous font confiance. Ici, bien évidemment, vous avez une liste rapide, mais juste en tout cas pour évoquer que nous accompagnons aussi bien des grands groupes et des grandes marques que des annonceurs de taille plus restreinte qui se lancent sur le digital et aussi bien sur des logiques B2C que B2B. Nous avons un panel d'annonceurs assez varié que nous accompagnons pour certains en fil rouge et pour d'autres de façon ponctuelle. Maintenant, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet et justement sur les changements de paradigme entre les annonceurs et les consommateurs suite à la crise que nous traversons. Donc, forcément, les attentes des consommateurs ont évolué lors de cette crise et leurs préoccupations aussi. Il est donc important d'adapter son message puisqu'on constate que le public attend de la part d'une marque qu'elle apporte une contribution positive à la société. Donc, il faut continuer à garder un message positif et rassurant pour les consommateurs. Pendant les premières semaines ou les premiers jours du confinement, on a pu constater que beaucoup d'annonceurs avaient mis en pause leur campagne, aussi bien en offline qu'en online. Néanmoins, il est important
de travailler sur un message en fil rouge pour pouvoir préparer l'après, puisque les messages qui sont diffusés maintenant sont, en tout cas, travaillent la notoriété de demain. On voit également émerger des nouvelles habitudes et des nouveaux comportements qu'il est important de prendre en compte, notamment dans les changements de comportement. On voit que le online sur certains secteurs, comme la livraison de courses à domicile, on le voit en poupe. Et donc, il est important de prendre en compte ces changements. Il y a aussi une accélération de la prise de conscience éco-responsable avec une volonté de communiquer plus proche de chez soi et plus locale. Et une volonté aussi de mieux consommer ou moins consommer pour les internautes. Compte tenu de ces différents changements, il est important de repenser sa stratégie de communication et de s'adapter à ce nouveau monde et à ces nouveaux consommateurs. Il faut donc revoir sa stratégie marketing pour répondre aux habitudes et aux attentes des consommateurs. Et donc, nous allons voir dorénavant des cas concrets et d'applications à mettre en place. Merci Estelle. Donc effectivement, l'idée c'est de vous montrer quelques exemples de campagnes et ce qu'on peut aussi en retenir. Alors chez Time One, on a eu une première typologie de clients qui communiquaient sur ces valeurs. Finalement, ce qu'ils ont voulu faire, c'est d'avoir des campagnes de communication autour de l'entreprise et finalement de travailler leur visibilité en prenant la parole de manière adaptée. Alors là, il y a eu beaucoup de campagnes qui ont utilisé le contenu. L'idée, c'était de pouvoir mettre en lumière l'annonceur. L'idée, c'était de pouvoir montrer comment continuer à travailler pendant le confinement. On a eu aussi pas mal de clients qui n'avaient pas forcément de contenu à disposition, parce que voilà, leur rédacteur était au chômage partiel ou n'était pas en fait ici dispo, donc ils n'ont pas hésité vraiment à réadapter ou à recycler du contenu existant. Et puis on a vu aussi pas mal de belles campagnes qui utilisaient l'IPN en social pour utiliser et amplifier le discours. Et on a vu aussi des campagnes intéressantes en termes de scénarisation du message avec du native. En termes de secteur, c'est des choses qu'on a vues dans différentes catégories. On l'a vu dans le retail, on l'a vu également dans le caritatif, la grande conso, voire également dans des cas de grosses entreprises du CAC 40. Alors, deux exemples à vous montrer. Le premier avec Salsa Jeans. Donc, Salsa Jeans, c'est une marque, comme son nom l'indique, de jeans du sud de l'Europe, qui est présente également en France. Alors, sa campagne était assez sympa. Elle s'appelle Heroes. Donc là, l'objectif, c'était d'aller promouvoir les héros de la lutte contre le coronavirus. Donc finalement, il y avait des photos qui étaient prises par les internautes, qui étaient publiées ensuite sur les réseaux sociaux et qui étaient reprises sur le feed de la marque, mais également sur une page dédiée avec du contenu. Un deuxième exemple avec la marque Provencia, qui est une marque du groupe Carrefour. Donc tout à l'heure, on parlait finalement de la notion d'éco-responsabilité et de la volonté des consommateurs d'aller consommer plus local. Voilà, Provencia et Carrefour ont bien compris le sujet. Donc ils ont fait une campagne qui s'appelle Soutenez et soutenons nos producteurs locaux. Finalement, derrière le clic sur la bannière, il y avait un petit module de géolocalisation qui permettait après d'aller faire du drag to store. Voilà, c'est un bon exemple de campagne qui allie à la fois géolocalisation d'un magasin avec les valeurs d'une marque. Un deuxième objectif qu'on a pu rencontrer, c'est évidemment de vendre. Donc, dans ces temps de confinement, c'est hyper crucial de pouvoir en fait aussi continuer à avoir une activité commerciale pour ceux qui ne le peuvent, pour ceux qui peuvent livrer. Et donc, chez Time One, on a beaucoup de clients e-commerçants. Comme vous l'a dit Estelle, on a un ADN assez héroïste. Donc là, pour ces clients, l'idée, c'est d'aller développer leur vente en ligne tout en rassurant et surtout en mettant en place des offres commerciales adaptées. Donc, il y a eu pas mal d'adaptations qui s'est faite, donc évidemment au niveau des retours prolongés ou des livraisons gratuites. On a aussi pas mal de clients qui ont mis en place des codes de réduction à des nouveaux niveaux d'achat, voire également des exemples intéressants autour des moyens de paiement. Voilà, en anticipant le fait que les internautes allaient peut-être faire plus attention et allaient pouvoir finalement aller vers du paiement, par exemple, en 4 fois.
Alors, quelques tips aussi qui sont intéressants à noter. Évidemment, l'axe de communication est hyper important. Là, un petit exemple dans le domaine du travel avec un client chez nous qui s'appelle Odijo. Donc, Odijo, c'est un groupe qui va regrouper différentes marques telles que Opodo, Idris ou Go Voyage. Donc, finalement, eux, ce qu'ils ont bien mis en avant et ce qu'ils mettent bien en avant, c'est le changement de date gratuit, voilà, pour essayer d'inciter au maximum les internautes à passer les commandes malgré le contexte. Une deuxième chose qui est peut-être importante aussi à vous mentionner, c'est évidemment la priorisation des produits qui sont mis en avant. Donc, un petit exemple concret, chez nous, on a un client qui s'appelle Florence Nature, qui vend des produits compléments alimentaires et cosmétiques. Donc là, ils ont choisi de mettre l'accent sur leur offre de compléments alimentaires et d'huiles essentielles pour booster le système immunitaire, finalement tomber face aux préoccupations des consommateurs. Et puis, bien évidemment, il y a le côté réassurance qui est clé en ce moment. Donc là, peut-être un dernier exemple à vous mentionner. On travaille avec le groupe Alibaba et avec son site AliExpress. Là, l'idée, c'était d'aller rassurer l'internaute. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont publié un recueil d'articles de grands médias expliquant finalement qu'il n'y avait pas de danger à recevoir des colis de Chine. Voilà, donc ça, c'est des stratégies qui marchent évidemment pour le retail, mais à partir d'un moment, il y a un côté à vendre en ligne, dans le travel, dans la mode, la beauté, la santé. Un petit exemple illustré avec notre client Camailleux et sa campagne Fashion Ticket. Là, ce qui peut être intéressant à noter, c'est on voit que l'avantage promo, les 20 € offerts, les 70 € d'achat, est bien mis en avant avec quelque chose d'assez visuel, d'assez coloré. Et puis de l'autre côté, avec une page de contenu qui rassure et qui va relayer également l'offre. Alors, un dernier exemple que l'on a pu voir en termes de typologie de campagne, c'est toutes les typologies de campagne qui sont autour de l'embasement. Les objectifs de ce type de campagne, c'était soit d'aller faire de la préinscription à des services en teasant à la base d'une offre, soit d'aller chercher à faire découvrir un nouveau produit pendant le confinement, ou soit simplement d'aller enrichir sa base de données. Alors là, dans les choses sympas qui sont à noter, évidemment, le secteur est hyper important, tout comme le message. Par exemple, on a eu un club de sport qui faisait de l'envasement pour prévenir de la réouverture de ces salles. Et de la même manière, s'il y avait une offre qui était mise en avant pour susciter l'envasement, il faut bien qu'elle soit suffisamment impactante pour qu'il puisse y avoir un bon taux de conversion. On a aussi noté pas mal de clients qui ont utilisé du contenu pour aller chercher l'inscription à travers voilà, l'incentive sur de la brochure gratuite ou la newsletter. Et puis voilà, dernière chose aussi à noter, c'est le message et les visuels. Donc ne pas hésiter évidemment à bien changer et bien mettre à jour ces visuels. Voilà, c'est des campagnes qui ont bien fonctionné dans le domaine des services ou du retail. Un dernier exemple illustré à vous évoquer. Alors, c'est un groupe chez nous qui s'appelle Comme J'aime. Vous devez sans doute le connaître. Ils ont monté pour le confinement un programme et une marque spécifique. Voilà. La marque s'appelle Programme Ange Gardien. Et donc, la campagne s'appelle Restez chez vous. Le programme Ange Gardien veille sur vous. Voilà, ce qui était comme objectif, c'était d'aller promouvoir la livraison de plats équilibrés surgelés à domicile. Et en termes de mécanique, ils ont à la fois utilisé l'incentive du contenu avec quelque chose d'assez clair, d'assez maraîcher pour aller vendre derrière. Alors, Fred, j'espère que tu nous entends. Je ne sais pas si tu es là. Je vous entends. Est-ce que je tente le coup de la caméra ou on reste comme ça? Je pense qu'on va essayer de sécuriser. Okay. Du coup, on n'aura que le son. Et okay. Écoute, Fred, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est que tu puisses nous parler de ton expérience concrète, de nous parler finalement comment tu as pu t'adapter et comment tu anticipes aussi cette reprise. Et peut-être que tu peux commencer par te présenter Sportive Home
et puis nous dire finalement par rapport à la crise, quelle a été ta stratégie et tes actions. Oui, tout à fait. Alors, bon, moi, je m'appelle Frédéric Gao, donc j'ai 41 ans. Je suis d'origine allemande sénégalaise, et fan de sport de glisse depuis mon plus jeune âge. Aujourd'hui, je suis le CEO de Sportium. Alors, Sportium, c'est quoi? C'est un site de location de vacances dédié aux amateurs de sport, sport outdoor particulièrement, avec un guide des spots, un blog et surtout la possibilité de réserver au plus près des spots chez des hôtes sportifs qui partagent leur expérience locale. Donc, concrètement, si on est fan de VTT, on peut aller réserver un séjour chez un autre VTTiste dans les Landes et profiter en fait de ses conseils pour savoir où est-ce qu'on peut trouver les meilleurs parcours, à quel coin faut-il éviter, etc. Donc, c'est vraiment un site communautaire autour du sport pour renforcer le côté convivial de la location de vacances. Le site a été créé en 2017 à Montpellier avec mon associé Sylvain Morel. Et aujourd'hui, c'est 30 000 membres, 1400 offres de location, 2500 spots et 500 000 euros de chiffre d'affaires. Alors nous, face à cette crise, forcément, avec la fermeture, le confinement et l'interdiction de voyager, nous, on est passé d'une belle traction en croissance. On cumulait 3 années de suite avec un chiffre d'affaires qui se multipliait par 10. Et là, ça s'est arrêté, alors que l'année commençait bien, ça s'est arrêté net d'un coup. Et on attend de voir ce qui va se passer, notamment cet après-midi sur les annonces à 15h. Ça n'empêche, comme vous le disiez, qu'on va préparer après avec le coronavirus. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et bon, au niveau des nous, la première chose qui est hyper importante, c'est qu'il fallait qu'on préserve le capital de confiance de nos utilisateurs. Savoir que comme on a un modèle de marketplace, on a à la fois des propriétaires d'un côté et des voyageurs de l'autre côté, avec qui on doit maintenir un lien de confiance le plus fort possible et de la proximité. Donc, pour gérer notamment les annulations, il faut faire ça de manière la plus juste possible pour éviter qu'il y ait des personnes lésées dans toute cette histoire. Donc ça s'est bien passé. On essaye vraiment de garder la proximité. Après, on se recentre aussi sur le marché franco-français. Comme les frontières sont fermées, forcément tous nos voyageurs qui étaient en prévoyance venant de l'étranger ont annulé immédiatement. Il faut s'attendre à ce que d'autres annulent encore à mesure que les annonces vont se faire sur le maintien de la fermeture des frontières. Donc, on se focalise vraiment là-dessus, sur le marché français aujourd'hui. Il y a des belles opportunités, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais au-delà de ça, on a forcément dû voir aussi notre réduction des charges. Là, on a réduit absolument tous nos coûts au maximum. Je pense que c'est le réflexe de survie de n'importe quel entrepreneur actuellement. C'est de faire en sorte d'activer tous les dispositifs d'aide possibles et réduire les charges pour pouvoir rallonger notre trésorerie et rallonger notre temps de vie et reporter la prochaine levée de fonds le plus loin possible. Donc, tout en préservant au mieux toutes les équipes en place. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait avec l'aide de nos partenaires bancaires, avec l'aide de la BPI. Et au final, ça nous a permis de faire en sorte qu'on puisse reporter une levée de fonds qu'on avait prévue pour 2020. On va pouvoir la reporter à 2021, à un moment où on espère toucher le seuil de rentabilité. Donc, pour être dans un contexte beaucoup plus favorable. Ensuite, et finalement, tu vois quoi comme opportunité par rapport à la reprise et comment tu prépares aussi la sortie du confinement? C'est quoi les différentes actions que tu as pu mener en place avec Spinum pour anticiper une situation moins brutale comme celle qu'on vit actuellement? Alors, au niveau des opportunités, même si on ne peut jamais se réjouir de ce qui se passe aujourd'hui, il faut quand même essayer de rester positif et focaliser sur les solutions et pas les problèmes.
on voit des solutions hyper intéressantes et au niveau des opportunités, notamment du côté des voyageurs, on voit, comme vous disiez tout à l'heure, il y a un changement de comportement qui vraiment, pour nous, on pense pas seulement à un changement contextuel, mais vraiment à un changement potentiel sociétal long terme sur les besoins, sur les nouveaux besoins que les gens vont avoir. Il y a forcément, après avoir été confiné pendant plusieurs semaines, la première chose qu'on a envie de faire, c'est prendre l'air, euh, voyager si on peut, enfin sortir de la ville, aller à la montagne, aller en bord de mer, retrouver un peu d'activité physique en extérieur, avoir de la vie sociale. Et on voit aussi, nous, de notre côté, vu qu'on est dans le secteur du sport, on est assez, assez content de voir qu'il y a une sorte de hype qui se crée autour du sport. On voit beaucoup de vidéos, beaucoup de partages en permanence de gens qui font du fitness. Donc, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Et puis bah, pour nous, potentiellement, c'est intéressant parce que c'est des gens qui peut-être prennent conscience de l'importance du sport dans le bien-être au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de s'y mettre. Donc ça, c'est côté voyageur. Plus il y a le côté pouvoir d'achat en baisse, qu'on soit mis au chômage partiel ou licencié économique. Bon, forcément, dans tous les cas, le pouvoir d'achat, il faut partir du principe que ça baisse et ça va baisser pour un petit moment parce on est quand même sur une crise économique potentiellement derrière qui va être assez conséquente. Donc, les gens vont être en prudence au niveau de leurs dépenses. Donc, il faut trouver des alternatives plus économiques, des remises, des coupons, ce genre de choses. Faut pouvoir proposer ça. Après, côté propriétaire, donc les personnes qui mettent leur logement chez nous en location, il y a une recherche de revenus complémentaires. Comme je disais, donc la crise financière, il y avait une crise financière en 2018, en 2008. C'était le moment où Airbnb a lancé sa plateforme et ils ont surfé sur le besoin des gens justement de louer une partie de leur maison, une chambre, pour pouvoir juste payer leur loyer ou payer rembourser leurs emprunts. Donc, tout un nouveau type de logement qui est arrivé sur le marché. Et en face de ça, les voyageurs qui n'avaient pas le pouvoir d'achat pour aller prendre un hôtel, bah, ils testaient cette nouvelle plateforme. Donc ça, c'était la phase 1 de l'hébergement collaboratif. On peut imaginer qu'avec cette crise économique là qu'on va vivre, qui va être encore plus forte, parce qu'elle n'est pas juste financière, elle est vraiment globale, il y a des gens qui vont vouloir se tourner vers de l'hébergement collaboratif pour louer une chambre, pour louer une partie de leur appartement ou tout l'appartement quand ils partent en vacances eux, et se faire un complément de revenus. Donc ça c'est ce qu'on voit au niveau des opportunités côté voyageurs et autres. Et plus généralement, on voit aussi, comme vous disiez encore tout à l'heure, que effectivement les gens ils cherchent à consommer de manière plus responsable et locale. Donc là, il y a une vraie opportunité pour toutes les startups et toutes les entreprises en général françaises pour reprendre des parts de marché aux concurrents outre-Atlantique, parce que forcément, avec les frontières fermées, l'accès, la communication vers les entreprises à l'étranger, elle est quand même beaucoup plus compliquée. On voit au niveau des hotlines, beaucoup de hotlines sont coupées, alors que bon, une startup comme la nôtre, on est basé à Montpellier, vous nous appelez, on vous répond, on est là et on crée de la proximité. Et ça, c'est quelque chose d'appréciable que les gens vont aller rechercher. Ok, très clair. Et côté digital, est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de tes collaborations avec Time et comment en fait ici tu vois le suivi du digital? Ouais, alors avec Time One, nous, nous en fait, Time One, ce qui est énormément, ce qui nous a beaucoup aidé, nous on travaille donc avec vous depuis 2019, et ce qu'on a voulu faire dans notre stratégie d'acquisition outbound, c'est mettre en place un maximum d'affiliations avec des solutions qui nous permettent entre guillemets de déporter le risque de coûts financières comme on pourrait le rencontrer avec des campagnes Google au CPC. En fait, on paye pour jouer entre guillemets, alors qu'avec l'affiliation, l'avantage c'est que c'est du cashback, c'est des coupons avec derrière des remises, enfin des commissions qui sont payées au succès.
Donc pour nous, on voulait dès le départ mettre en place des programmes d'affiliation, sauf que ça prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup d'affiliés. Et en fait, passer par Time One, pour nous, ça a été une possibilité de mettre notre programme d'affiliation sous stéroïdes pour produire un maximum de résultats avec un minimum de... Pardon? C'est une bonne métaphore. Ouais, mais non, mais c'est vraiment ça. C'est que du coup, on a vraiment pu produire un maximum de résultats avec un minimum de temps. Donc, ce qui dit temps dit argent sur l'acquisition de Booking. Donc vraiment business. Nous, le lead gen et les conversations autour de la marque, on le gère plutôt avec de l'inbound via nos réseaux sociaux, via via notre magazine en ligne. Mais pour ce qui est du outbound, c'est l'affiliation. Et là, à ce niveau-là, Time One nous permet en très peu de temps de toucher énormément de publishers et de tester énormément de choses avec l'avantage que ce soit pas une sorte de boîte noire comme on peut avoir avec d'autres canaux d'acquisition qui sont plutôt sur de la programmatique. Là, on a des datas, on sait, on peut tester du couponing, on peut tester du cashback, du retargeting, du contextuel marketing, et on peut voir les résultats et savoir quelles sont les bannières qui ont les mieux marché. Donc le côté transparence est vraiment appréciable, et par contre, ça fait beaucoup de data. Ça peut être au début, c'est un peu déstabilisant de voir autant de data rentrer, mais là où c'est agréable de travailler avec vous, c'est que c'est la disponibilité des équipes, que ce soit Nathalie. On appelle, demande à quelqu'un et ils sont vraiment force à des solutions innovantes, des actions qui sont vraiment contextuelles. Donc, c'est pas et on le déroule 3 mois ou 1 an et puis on bouge pas. C'est vraiment là, il y a une actualité, un truc qui se passe, on bouge, on peut bouger des lignes très vite. Et ça, sur un ensemble énorme de publishers qu'on pourrait jamais toucher si on faisait tout un par un à la mano, quoi. Merci Fred. Et peut-être pour conclure, je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot, un dernier peut-être conseil pour les auditeurs. C'est comme je disais tout à l'heure, faut vraiment, c'est un peu comme une règle des gens qui vont dans l'espace ou entre guillemets. Faut vraiment focaliser sur les solutions, pas les problèmes. Il y a des solutions extra en termes côté affiliation pour vraiment payer qu'au succès. Et penser aussi à trouver des synergies avec des sites connexes en netlinking ou en plaçant des widgets avec vos produits et avec de la rétrocommission. Et puis adapter vos produits en fonction du contexte sans faire des stratégies trop long terme, mais vraiment pour répondre à court terme aux demandes de nouveaux usages et puis après avancer étape par étape, quoi. Merci beaucoup Fred pour ce témoignage plein d'ondes positives. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vais maintenant redonner la parole à Estelle qui va nous parler de l'après-confinement et aussi des différentes hypothèses de reprise avant qu'on passe sur la partie priorisation des cas d'usage. Estelle, tu nous entends? Merci. Merci Fred pour ce témoignage. On a essayé de dresser différentes hypothèses pour le post 11 mai. Malheureusement, on n'a pas de boule de cristal, donc on n'a pas de certitude, mais en tout cas, il nous paraissait intéressant de dresser 3 hypothèses, 3 scénarios, et on le verra juste après avec Victor. Il n'y a pas que 3 hypothèses, et au final, chacun va construire son propre scénario de reprise. Ici, on va dresser donc 3 hypothèses. La première, ça va être est-ce que les consommateurs vont être plutôt dans une logique de revenge spending, c'est-à-dire on est resté confiné pendant 7 à 8 semaines, on a envie de se faire plaisir et cette sortie de crise est vécue vraiment comme une libération. Dans ce cas, est-ce que les tendances de consommation qu'on a vues émerger pendant ce confinement, comme le drive, vont continuer à perdurer? Est-ce que les internautes vont continuer à consommer online principalement ou est-ce qu'ils vont vouloir retourner en magasin? Il y aura toujours cette menace, cette crainte sanitaire. Donc, on suppose que le online a encore
beaux jours devant lui, en tout cas à son épingle du jeu à tirer. Mais donc, on va voir cette première tendance. Seconde tendance, l'hypothèse de l'achat raisonné et utile, on l'a vu. Il y a des prises de conscience qui se font pendant ce confinement et notamment ces Français qui veulent consommer plus local. Est-ce qu'on va continuer justement à consommer local, à aller vers les petits producteurs, à acheter du Made in France? Est-ce que aussi on va continuer à rester dans ces achats raisonnés, alors raisonnés à cause de problèmes de budget, ou alors raisonnés par une prise de conscience de notre surconsommation. Donc, on voit que plus de 8 internautes sur 10, par exemple, vont reconsidérer des achats dits superficiels. Et enfin, troisième hypothèse, qui est juste, au final, c'est juste une parenthèse. On est resté chez nous pendant 8 semaines, mais maintenant, on va reprendre notre vie d'avant. Et donc, on a envie de se balader, de sortir, etc. Là, ce sont vraiment trois grandes hypothèses, trois familles d'hypothèses que nous avons dressées, mais chaque scénario va être différent en fonction des annonceurs, des secteurs, des marques. Et c'est pour ça qu'il est important de prioriser ces cas d'usage et ces investissements, comme le disait Fred. Eux, ils sont allés plutôt sur une priorisation de l'affiliation, mais au final, chacun doit prioriser en fonction de ses besoins. Et c'est pour cela que je vais laisser la main à Victor pour qu'il vous présente notre matrice de priorisation justement de ces cas d'usage et des investissements. Victor, je te laisse la main. Super, merci Estelle. Bonjour à tout le monde et merci d'être toujours là. Ça fait maintenant une bonne quarantaine de minutes qu'on est ensemble. J'espère que le début de la présentation avec la qualité qui n'était pas forcément là vous avez pu la traverser sans trop d'encombre. Et donc on va passer à la dernière partie de ce webinaire. L'idée c'est de rendre cette dernière partie un petit peu plus pratico-fonctionnelle. Et ce qu'on a souhaité vous proposer, c'est vraiment un contenu un petit peu plus qui sortent de l'ordinaire ou un petit peu plus utilisable, un livrable par rapport à ce qu'on peut voir en ce moment sur le marché en termes de webinaires. Et c'est de construire avec vous, vous proposer en tout cas une ébauche de matrice pour pouvoir reprioriser efficacement vos cas d'usage marketing et donc vos investissements publicitaires. Donc le gouvernement a récemment communiqué sur une date de déconfinement progressif, hypothétique en tout cas pour le moment, qui est au 11 mai. Et ce qui est sûr, c'est que ni les directions marketing ni leurs équipes ne vont pouvoir juste appuyer sur un bouton Start pour pouvoir reprendre leur activité là où elles l'avaient arrêté. On l'a vu, hein, il y a beaucoup de choses qui ont changé, continuent de changer. Et il y a eu des gros impacts à cause de la crise sanitaire. Ces impacts, on en a parlé au niveau des attentes des consommateurs, comme Sylvain, Fred et Estelle ont pu le mentionner. Il y a aussi un gros impact en termes d'organisation des entreprises, et on y reviendra un petit peu plus dans le détail derrière, et principalement la trésorerie et plus largement le financement des entreprises, qui a eu un impact, qui a subi un impact vraiment négatif. Face à ça, il y a une urgence forte en termes de repriorisation des cas d'usage pour garantir que ce qu'il vous reste de budget de communication ou budget publicitaire au global sur 2020 soit le plus efficacement investi. À partir de là, le réflexe naturel qu'auront beaucoup d'organisations, c'est de privilégier les cas d'usage qui apporteront de la valeur à court terme. Et donc, Fred parlait à juste titre d'affiliation. Là, autour de la table, aujourd'hui, vous avez différents profils chez Time One qui vont couvrir tout le spectre du parcours client avec des profils plus orientés performance et donc affiliation et des profils plus orientés notoriété. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir nous-mêmes nous challenger quand on a construit cette matrice pour pouvoir essayer de faire ressortir le maximum de pertinence dans cette priorisation. Le fait est que si on priorise uniquement des cas d'usage à court terme, avec un effet court terme et donc avec un ROI élevé à très court terme comme l'affiliation, on risque de biaiser ou en tout cas de ralentir sa croissance à horizon Q4. Donc Q4, c'est un petit peu la petite fenêtre à travers laquelle on verra un éclairci cette année. Donc on estime que Q2 et Q3 vont être très négativement impactés par la crise et que Q4 sera le premier rebond. Le point qu'on souhaite aborder ici, qu'on souhaite mettre en lumière, et on s'appuie sur une étude d'économistes qui date de 2016, c'est que les stratégies de notoriété et d'activation des ventes, donc de promotion,
elles vont fonctionner sur des échelles temps différentes. Si vos actions de promotion vont générer des ventes et du chiffre d'affaires à très court terme, développer une identité de marque générera un incrément de volume d'affaires significativement supérieur à partir de plus de 6 mois. Donc la conclusion, c'est il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas la flèche verte qui va vers le haut ou la flèche rouge qui va vers le bas. Il faut vraiment prendre en considération toute votre activité et l'ensemble des cas d'usage pour pouvoir construire cette matrice. Bien sûr, on est complètement dans une phase de gestion de risque aujourd'hui, que ce soit au niveau des directions marketing, financières ou opérationnelles dans les entreprises. Et du coup, les facteurs qu'on a souhaité lister de notre côté pour réfléchir au redémarrage et à ces cas d'usage, c'est d'une part les équipes réduites, autant en taille qu'en temps, un besoin de s'adapter à de nouvelles méthodes et outils de travail à distance. Là, on parle des organisations pour les marques en interne, mais également pour vos partenaires. La préservation de la trésorerie qui est bien évidemment vitale pour pouvoir maintenir votre activité à flot et maintenir vos employés. Et bien sûr, il y a toujours un facteur risque d'une seconde vague qui reste à garder en tête et à garder à considérer pour votre priorisation. Du coup, les conséquences en termes de contraintes, c'est il est impensable de se lancer dans des cas d'usage avec un temps de mise en place trop long. Idem pour des cas d'usage qui n'auraient pas des indicateurs de succès clairement définis ou un ROI qui serait difficile à calculer. Du coup, vous l'aurez compris, on est complètement dans une redistribution des cas d'usage et des investissements publicitaires pour les marques. Les prises de décision que les marques prendront devront être le plus éclairées et informées possible. Et la méthode qui va être proposée par Time One à ses clients, à ses partenaires, c'est de pouvoir travailler sur un tableau de priorisation de ces cas d'usage et d'ensuite pouvoir positionner ces cas d'usage sur une matrice pour faciliter la lecture aux instances de décision et de direction. Et donc, maintenant, on va passer dans le concret. Donc, on va vous présenter notre matrice. Ce qu'on souhaite aussi pouvoir faire, c'est vous guider. Alors, essayez de garder en tête que pour construire cette matrice et pour ce webinaire, on est parti sur l'ensemble des cas d'usage que Time One traite à travers le groupe. En tout cas, on a pris une bonne liste de ces cas d'usage. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir avoir un tableau qui soit le plus pertinent possible pour nous. Bien sûr, dans les faits, on accompagne chaque client et chaque prospect qui souhaiterait pouvoir discuter de ces enjeux-là à repenser et à retravailler cette matrice pour qu'elle puisse être adéquate et pertinente par rapport à votre verticale et vos problématiques et vos enjeux business propres. Donc, quelques idées pour pouvoir démarrer, c'est lister les grands enjeux business que vous aviez définis pour 2020 et essayer de vous limiter à 3 ou 5 grands maximum. Adopter une approche top-down, donc partez des impacts majeurs de la crise sur vos enjeux de business pour prioriser ces derniers. Lister les cas d'usage marketing existants qui répondent à chacun de ces enjeux en essayant de se limiter à 3 max par enjeu. Encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir être très réactif, de construire une matrice qui sera lisible et sur laquelle vous pourrez très rapidement réagir en fonction de est-ce que la date de déconfinement progressif en fait est retardée, est-ce que les frontières se rouvrent ou non. Scorer ces cas d'usage. Et donc là, on va pouvoir vous accompagner sur des premières étapes de scoring assez simples. L'idée, c'est pas de rentrer dans des choses qui relèvent ou en tout cas qui pourraient être mises entre les mains d'une équipe de statisticiens, mais vraiment de pouvoir en quelques lignes et quelques jets, pouvoir sortir quelque chose de pertinent. Et le dernier point, c'est buy or make. Encore une fois, il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur l'internalisation de certaines activités ou non. Et là, on en est pleinement dedans. Est-ce que ça vaut mieux aujourd'hui de relancer les cas d'usage en interne ou de partir et de s'appuyer sur un partenaire? Et encore une fois, il y a toute une logique de gestion de risque au milieu. Donc, la matrice qui a été construite par Time One, vous la voyez ici. Donc, vous recevrez ces slides. Donc, aucun problème derrière pour pouvoir échanger au sein du webinaire à travers les questions que vous pourrez nous poser ou par la suite. Donc, sur la partie de gauche du tableau, ce que vous voyez, c'est ce qui va nous servir à construire la matrice en soi. Donc, nos cas d'usage sur la première colonne. On va de l'affiliation à l'audio,
à la télé connectée, en passant par le retargeting et le drive to stop. On va pouvoir placer et scorer ces cas d'usage en fonction de deux critères principaux, le ROI court terme et les gains de part de marché à horizon Q4. Ça nous permet d'avoir une certaine cohérence entre mon besoin court-termiste et vital qui est de faire rentrer du cash et de préserver ma trésorerie et celui plus éloigné, horizon Q4, là où vraiment le jeu va se jouer sur la survie sur 2021 et plus de votre entreprise sur les gains de part de marché. Pour pouvoir ajouter un petit peu, pour proposer une variable d'ajustement, on a créé un coût d'opportunité. Ce coût d'opportunité, il va permettre de venir limiter un petit peu l'effet trop présomptueux du ROI court terme, ou des gains en part de marché à horizon Q4. Et pour construire ce coût d'opportunité, on a décidé de notre côté de se baser sur différents critères que vous pouvez retrouver sur la droite. Ces critères, ça sera le risque financier. Et donc pour nous, il se traduit par les différents modèles d'affaires qu'on va proposer à nos clients, entre le CPA, le coût par vue à 100% sur des sujets plutôt branding, ou le CPC, le CPL. Le risque pour l'image de marque, donc en fonction de si j'achète en programmatique, en open RTB, ou si je vais si je vais faire de l'e-partenariat, potentiellement le risque pour ma marque sera complètement différent. Et en temps de crise, vous avez sûrement pu tomber sur pas mal de contenus liés à la brand safety. C'est important de garder cette notion de risque pour votre marque en tête. On a également pris comme critère les délais de lancement. On le disait, se lancer aujourd'hui sur un projet qui accouchera dans 3 mois, c'est juste, en tout cas pour nous, hors de question. Et nous-mêmes qui proposions ce type de cas d'usage plus orienté marketing, voire data marketing, ce ne sont pas les sujets qu'on va aujourd'hui prioriser et conseiller à nos clients. Ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir des choses actionnables en moins de 2 semaines. La dépendance à notre cas d'usage, aujourd'hui, vous avez un nombre assez conséquent, en tout cas, vous aviez, avant le confinement, un nombre assez conséquent de cas d'usage, de partenaires marketing et d'environnements sur lesquels vous communiquiez. Et certains de ces environnements sont dépendants les uns des autres. Et la dépendance, ça devient un facteur risque pour la réussite de ce cas d'usage. Ça se traduit notamment sur la partie retargeting, où aujourd'hui, si vous aviez une dépendance forte au levier retargeting, ou en tout cas au canal d'acquisition retargeting, et que vous l'avez maintenu en potentiellement coupant d'autres investissements qui apportaient du trafic, les performances du retargeting vont baisser. Donc la dépendance à notre cas d'usage est assez importante. Et dernier point, les besoins en ressources clients pour la mise en œuvre. Donc là, on parle de configuration, de création de toutes les créas, bannières, vidéos, audio, et bien sûr la partie mesure. Tout ça, c'est des ressources chez vous qu'il faut pouvoir quantifier, autant en valeur temps que monétaire, et c'est un critère à prendre en compte. Du coup, quand on prend l'ensemble de ces critères, de ces cas d'usage, on essaie de les placer sur une matrice un petit peu plus lisible. Et vous avez ici en abscisse le ROI court terme, donc, qui était notre premier critère. Vous avez en ordonnée les opportunités de gain de part de marché à horizon Q4, qui était notre second critère. Et le troisième critère, c'est le coût d'opportunité, donc cette variable d'ajustement qui va nous permettre de limiter un petit peu l'engouement qu'on aurait pour un cas d'usage qui serait trop orienté, ou en tout cas trop favorable en ROI court terme ou en horizon ou en gain de part de marché à horizon Q4. Et donc là, si on prend par exemple le cas du programme d'affiliation qui se positionne plutôt bien, et je pense que vous l'aurez ressenti de votre côté, si c'est un des investissements que vous faites. Est-ce que tu peux revenir sur la slide juste précédente pour que je puisse revenir sur les critères du programme d'affiliation? Donc, le programme d'affiliation, c'est le premier cas d'usage que vous avez dans le tableau sur la gauche. Le ROI court terme, forcément, est très fort parce que la valeur ajoutée et la promesse de l'affiliate marketing, c'est de pouvoir rentabiliser chaque euro investi et de pouvoir le rentabiliser tout de suite sur un modèle d'attribution principalement au last click. Derrière, vous avez les opportunités de gain de part de marché, où là, on se situe un petit peu sur un statu quo. Donc, nos scorings vont de 1 à 3, 3 étant une valeur forte et 1 étant une valeur faible. Donc, à 2, on est modéré et on est en milieu de tableau.
et par contre un coût d'opportunité qui serait fort parce que voilà, le risque de l'image, lui, n'est pas forcément costaud. Les délais de lancement, par contre, peuvent être très importants et même chose pour les besoins en ressources clients pour le lancement d'un nouveau programme d'affiliation. Si je prends un deuxième exemple qu'on pourrait positionner sur la matrice, donc on va prendre la vidéo hors télé. Quand on parle de vidéo hors télé chez Time One, c'est tout ce qui est vidéo digitale en incluant tout ce qui est YouTube, Open Web, etc. Et cette vidéo hors télé, donc c'est l'avant-dernière ligne de votre tableau. Et le ROI court terme n'est pas aussi bon que sur un programme d'affiliation. Donc on est encore une fois sur un statu quo. Par contre, la vidéo, c'est le format le plus plébiscité pour pouvoir aller chercher des parts de marché et des incréments en termes de notoriété de marque, produit ou service. Et donc là, il y a quelque chose à jouer. Et au niveau du coût d'opportunité, donc on est sur le statu quo, mais on est surtout sur des valeurs qui sont intéressantes en termes de mise en place. Fonds de mise en place, ressources nécessaires et dépendance. Donc aujourd'hui, si vos assets vidéo existent déjà, il n'y a aucun problème pour pouvoir accélérer et lancer une strat, pour pouvoir préparer et rester visible pendant une période compliquée pour pouvoir ressortir à horizon Q4 avec une position de force par rapport à vos concurrents. Et donc, c'est pour ça que au niveau de la vidéo hors télé, encore une fois, vous pouvez la voir avec l'ordonnée au niveau 3 et l'abscisse au niveau un petit peu moins que 2. Ok, merci Victor. Et donc, en dernière slide, vous pourrez aussi retrouver les coordonnées d'Estelle pour justement après approfondir ce que Victor vous a présenté en termes de matrice, en termes de cas d'usage et en termes surtout d'adaptation de ce sujet par rapport à vos cas particuliers et personnalisés. Donc peut-être que garder en tête de ce webinaire, finalement, quels sont les grands enjeux que vous devez garder en tête pour les premières semaines, voire les prochains mois. Alors, la première chose à garder en tête, c'est que, évidemment, là, pendant le confinement, on l'a vu avec les différents exemples, il y a pas mal de marques qui ont pris la parole et qui se sont finalement adaptées. Voilà, si d'ailleurs vous n'avez pas encore repris la parole, il n'est pas trop tard. Deuxième point, on pense aussi que tout ce qui est usage de consommation et tendance, ça va être amplifié, c'est amplifié avec la crise actuelle. Du coup, on pense que les marques vont devoir encore plus donner du sens et vont devoir répondre finalement à cette quête des consommateurs et en apportant des preuves claires et tangibles. Un autre point aussi qu'on n'a pas abordé forcément, sur lequel on n'est pas rentré dans le détail, mais il y a heureusement encore les grands marronniers de S2 qui vont arriver, notamment les soldes, et encore plus que d'habitude, il sera important de capitaliser dessus et de surinvestir sur ces sujets. Évidemment, en priorisant ces investissements, en priorisant en fait ici les cas d'usage et en vous aidant de matrice. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment à nous contacter et à bénéficier de notre expertise assez large sur différentes catégories de clients et sur différents canaux. Merci à tous. Donc voilà les coordonnées d'Estelle pour approfondir le sujet. Et ce qu'on vous propose, c'est on va arrêter le partage et couper les micros et répondre à vos différentes questions via le chat. Et encore une fois, merci à tous et bonne journée. Rebonjour à tout le monde. Alors, on a pas énormément de questions, donc n'hésitez pas à les poster via le chat et on va y répondre. La première qu'on a eue au début de la session et qui nous vient d'Anne-Emmanuel. Savez-vous si du fait du confinement, les Français lisent plus leur email ou au contraire ont arrêté de les lire car on reçoit trop de contenu identique? Je pense que vous répondez à la question vous-même en fait. Et en fait, nous, chez Time One, quand on a décidé de faire ce webinaire,
notre constat de départ, c'était tout le monde parle du, euh, du confinement, toutes les marques et les partenaires technologiques ou de services parlent du confinement, comment traverser ce confinement de la meilleure des manières. Et ce qu'on souhaitait aborder de notre côté, c'était de faire un axe différenciant et de parler de l'après et d'essayer de proposer des choses concrètes. Donc, pour répondre à la question plus précisément, oui, les Français lisent tous leurs emails, que ce soit de manière à passer le temps ou autre. Mais par contre, c'est vrai que le contenu se répète et le taux de rebond est lui aussi plus fort. Donc, la lecture des contenus et l'ouverture des mails augmentent. Par contre, le taux de rebond et l'attention est beaucoup plus faible. Et donc, bien sûr, comme vous le dites, en fait, il y a beaucoup trop de contenu identique et c'est important de pouvoir garder en fait une ligne éditoriale et de pouvoir se démarquer avec du contenu qui vous est propre et qui se démarque de faire vos concurrents ou les autres acteurs du marché. Estelle, je te laisse prendre la deuxième question sur l'affiliation. La deuxième question qui a été posée par Florence, pouvez-vous nous donner des exemples d'affiliation qui fonctionnaient? En effet, comme le soulignait Fred tout à l'heure lors de l'interview, l'affiliation est un levier qui prend du temps à mettre en place, puisqu'il faut le temps de recruter les éditeurs, pour certains aussi les convaincre de relayer des marques qu'ils ne connaissent peut-être pas forcément, etc. Donc, c'est en tout cas un levier qui est plus long à mettre en place versus du programmatique ou du social, qui là peut s'activer assez facilement et assez rapidement. Néanmoins, sur l'affiliation, il y a des leviers qu'on peut activer rapidement pour soit alimenter votre communication lors de cette crise. On parlait tout à l'heure de l'emailing avec la question d'Anne-Emmanuel. En effet, l'emailing, au sein d'un programme d'affiliation, peut permettre une grande réactivité puisque en adaptant le kit et en sollicitant des bases mail, on peut, en l'espace de 24-48 heures, avoir des actions pertinentes et performantes en cette période. Ce qui est intéressant également au sein d'un programme d'affiliation, c'est de préparer l'après pour les e-commerçants et notamment, on parlait avec Sylvain des marronniers, avec les ventes privées, les soldes, la nouvelle collection, les fêtes des pères, fêtes des mères. Et donc, beaucoup d'annonceurs ont aussi des logiques d'embasement en activant de l'emailing, mais aussi de la co-registration pour justement embaser des nouveaux prospects, alimenter leur base CRM et pouvoir les exploiter lors de la reprise avec des messages adaptés. Donc ça, ce sont aussi des dispositifs qu'on peut mettre en place rapidement. Et enfin, des exemples qui fonctionnent bien toujours dans le cadre du e-commerce et qu'on peut activer rapidement, ce sont les logiques de cashback et de code promo que l'on peut activer rapidement pour booster justement les ventes en cette période. Justement, Estelle, je ne sais pas si vous m'entendez. Je t'entends. Par rapport à ça, je me suis permis de rester en ligne parce que c'est intéressant les questions-réponses et je peux apporter mon expérience juste sur le couponing et le cashback sur l'affiliation. Concrètement, nous, à l'époque, quand on avait commencé au début 2019 avec Time One, on nous avait proposé le cashback et le couponing. Notre première a priori était on craignait que ce soit potentiellement peut-être quelque chose qui puisse dévaloriser l'image de marque, le produit ou tirer les paniers vers le bas en fait. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est tout le contraire. Les gens qui passent par du cashback ou du couponing, c'est des gens qui sont très connectés, qui utilisent Igral, Bonbon, etc. C'est des gens très connectés, très au fait de tous les bons plans et qui du coup cherchent pas forcément à faire une économie, mais plus à obtenir plus avec la même somme d'argent investie, ou alors qui se permettent de se faire un peu plus plaisir avec finalement le même budget. Et au final, nous, on s'est rendu compte que notre panier moyen avait bondi de 30% sur tous les bookings qui avaient du cashback. Donc, c'est pour nous un bel exemple de réussite.
Merci Fred pour ce témoignage. En effet, on constate, et c'est souvent un a priori, hein, ce que tu disais, de penser qu'on va aller toucher des cibles qui ont des pouvoirs d'achat moindres, ou alors de dévaloriser la marque sur ces stratégies cashback et code promo. Ce qu'on constate, c'est qu'on a des personnes sur ces sites qui sont fidèles déjà à ces sites de cashback et de code promo, qui sont plus enclins à consommer sur Internet, donc qui ont un pouvoir d'achat supérieur. On retrouve une plus grande proportion de CSP+ sur ces sites, puisque ils ont plus de pouvoir d'achat, plus la possibilité de tester, de faire des achats, d'avoir des paniers moyens plus élevés. Et après, ce qu'il est intéressant aussi de mettre en place, ce sont des stratégies spécifiques sur ces leviers permettant de nourrir des problématiques qu'on rencontre. Si on a une problématique de panier moyen trop faible, dans ce cas, on propose des cashbacks et des codes promo disponibles au-delà d'un certain montant. Ou alors, si on est sur une logique de recrutement de nouveaux clients, dans ce cas, on propose des cashbacks et des codes promo uniquement pour les nouveaux clients et pas pour l'ensemble des consommateurs. Donc, il y a des stratégies à mettre en place pour justement booster les ventes et booster les objectifs qu'on souhaite atteindre. Et justement, le cashback et le code promo font aussi partie de ces leviers qu'on peut activer rapidement en temps de crise. Merci Estelle. On va peut-être passer à la question suivante de Christophe. Les clients qui veulent consommer responsable local, passent-ils maintenant en direct, c'est-à-dire en circuit court, ou par des intermédiaires? Et je vais inviter Sylvain, cette fois-ci, à prendre la parole. Oui, alors je pense que il y a une double réponse. À la fois, il y a une augmentation forte et indéniable des circuits ultra courts sur lesquels le consommateur va aller directement travailler avec le producteur local. Mais je pense que le confinement a aussi montré que les circuits qui passent par des intermédiaires peuvent exister et peuvent se développer. Donc, il n'y a pas, je pense, une réponse blanc ou noir. Je pense que les deux modèles ont montré qu'ils peuvent coexister et qu'ils peuvent se développer. Finalement, voilà, c'est plutôt positif pour les deux. Merci Sylvain. On a une dernière question de Tony. Et pour les personnes qui restent en ligne, je vois qu'on est encore 42. N'hésitez pas hein, à poser vos questions, on y répondra. Donc Tony demandait, le webinaire semblait plutôt être dirigé vers des business ayant un modèle B2C. Et du coup, avez-vous des conseils post-confinement pour le B2B? Alors c'est vrai Tony, on a pas mal on a eu énormément de clients, on a énormément de clients B2C, mais on en a également en B2B. Et la réalité, c'est qu'en cette période de crise, on a vu un engouement, ou en tout cas, on a fait beaucoup plus de business en B2B que d'habitude, notamment parce que voilà, aujourd'hui, les marques ne communiquent plus et donc les prix d'achat, que ce soit en programmatique ou autre, ont baissé. On note des baisses de 20 à 30 points sur les CPM. Donc, pour communiquer, c'est une belle opportunité pour les marques qui aujourd'hui traversent la crise de manière un petit peu plus sereine que les autres, pour les entreprises qui traversent cette crise de manière un petit peu plus sereine. On a des cas d'usage qu'on voit pas mal revenir, c'est notamment donc des sociétés qui ont travaillé sur du contenu pendant l'année et qui ont notamment fait des livres blancs, produit des livres blancs, et qui souhaitent les distribuer pour faire de l'inbound marketing. Et donc là, on a pas mal de choses qui tournent en ce moment sur du LinkedIn pour pouvoir faire de l'embasement via le produit de lead generation de LinkedIn. Et ça marche plutôt bien. Alors après, les prix à l'achat en B2B ne sont pas forcément les mêmes qu'en B2C, voire loin de là, et encore moins sur LinkedIn. Mais par contre, ça marche très bien dans le sens où aujourd'hui, on passe tous un petit peu plus de temps que d'habitude sur les webinars, à travailler sur des sujets de fond qu'on aurait un petit peu moins le temps de travailler pendant l'année. Et du coup, ce temps disponible, ce temps de cerveau disponible, il est important à aller chercher pour les marques qui le peuvent. Et donc, en B2B, si on doit retenir les principal cas d'usage qu'on voit tourner chez Témoin et sur lesquels on accompagne nos clients, c'est faire de l'embasement, donc aller générer du lead via notamment du partage de contenu et des livres blancs.
Je repasse sur le chat pour voir s'il y a des questions supplémentaires, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. On va peut-être vous laisser encore 1 ou 2 minutes pour les poser si jamais vous le souhaiteriez. Et sinon, on clôturera ce webinaire. Et pour rappel, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Estelle via son adresse email pour qu'on puisse vous envoyer la présentation. Et ce sera avec plaisir pour partager avec vous sur la matrice et vous accompagner sur la construction de votre propre matrice. On a une nouvelle question, Victor. Alors, une question qui nous vient de Nelly. On n'a pas beaucoup parlé du secteur du tourisme. Pour une ONG qui recrute des bénévoles du monde entier, vous pensez que c'est complètement peine perdue? Sylvain, je crois que c'est un secteur que tu connais bien. Du coup, je vais te laisser prendre la main sur celle-ci. Oui, alors après, là, si jamais la question est autour d'une ONG qui souhaite recruter des bénévoles, bon, alors il y a clairement en fait ici la question sanitaire, la question en fait ici l'ouverture des frontières qui compte, mais tout ça va évoluer en fonction des différentes mesures, mais rien ne vous empêche finalement de continuer à prendre la parole pour votre programme. Je ne connais pas exactement quel est votre ONG ou quel est votre objectif, mais vous pouvez toujours en fait ici continuer à communiquer sur votre programme de bénévolat, comme on l'a vu sur le webinaire, de communiquer par le biais du contenu, ou comme vient de l'évoquer Victor, ne pas hésiter à en baser des futurs bénévoles pour les recontacter quand ça sera beaucoup plus facile. Ça peut être une stratégie intéressante, c'est voilà, de stocker et après par exemple de démarrer une relation avec eux, de démarrer une communication, et puis quand on aura les conditions sanitaires et d'ouverture des frontières qui seront réunies, à ce moment-là, de les activer. Voilà. Donc, communiquer en amont, utiliser le contenu, et puis pas hésiter à en baser pour commencer une relation avec les futurs. Sylvain. Alors, est-ce qu'on a une autre question? A priori, non. Du coup, on va clôturer ce webinaire. Merci à tout le monde d'avoir participé. Encore une fois, désolé pour les petits couacs sur la qualité des slides en début de présentation, mais j'espère que la qualité audio vous permettait de suivre correctement. Et dans tous les cas, voilà, on pourra partager la présentation à toutes les personnes qui souhaitent avancer sur ces sujets ou qui souhaitent pouvoir les parcourir plus tranquillement. Bonne journée.